Notre invité aujourd'hui dans BFM Politique, c'est le député du Nord, la France Insoumise, Adrien Quatennens. On va parler dans un instant des restrictions sanitaires, mais d'abord, on vient de le voir dans le journal, Bernard Tapie et son épouse Dominique qui ont été violentés, ligotés lors d'un cambriolage. Est-ce que vous avez un message à faire passer à Bernard Tapie? Un message de soutien à lui et son épouse et des vœux de prompt rétablissement, et bien évidemment que les responsables de cette affaire soient pourchassés et rapidement punis. Alors on en vient à la situation sanitaire. Évidemment, mercredi soir, le président de la République a pris la parole pour annoncer de nouvelles mesures, un confinement qui ne dit pas son nom. Est-ce que vous pensez que ces mesures qui ont été annoncées mercredi soir sont suffisantes pour freiner l'épidémie, pour répondre à la situation que décrivent notamment les réanimateurs? Écoutez, on a le sentiment d'un jour sans fin. Ça fait 1 an que ça dure, les Français ont été patients, disciplinés, indulgents même parfois, face à des mensonges, à des incohérences. On a un président de la République qu'on a vu tour à tour chef de guerre au sein de son conseil de défense tenu au secret, qui est normalement une instance conçue pour la stratégie militaire, épidémiologiste en chef, puis monarque qui donne son allocution télévisuelle et qui réduit le Parlement le lendemain à devoir se prononcer sur une allocution télévisuelle. Je crois qu'au début, quand la crise sanitaire a commencé, toutes les oppositions, en tout cas pour ce qui est de la France Insoumise, c'était clair, étaient dans une logique de « il y a un virus, c'est dur, ça s'abat sur le monde entier, les décisions à prendre sont difficiles, donc on va ne pas tirer sur l'ambulance et faire des propositions ». Avec Jean-Luc Mélenchon, on s'était dit on va proposer comme si nous étions nous en situation de devoir gérer une situation comme celle-là. Aucune de nos propositions n'a été retenue. Je crois qu'au global, sans faire les comptes d'apothicaire, c'est plus d'une dizaine de propositions de loi, 5 plans dont un plan complet de déconfinement, le plan d'alternative au confinement. Rien de tout ça n'a trouvé grâce à leurs yeux. Emmanuel Macron décide de tout seul. Et je dois dire qu'au bout d'1 an, je crois qu'on peut le dire très tranquillement. Nous avons maintenant 2 adversaires en quelque sorte. Évidemment le virus, mais aussi Emmanuel Macron et l'équipe en place qui ratent absolument tout depuis le début, il faut le dire. Les mesures qu'il vient de prendre, pourquoi les a-t-il prises ? Parce que la situation sanitaire s'est considérablement dégradée. Pourquoi s'est-elle dégradée? Souvenez-vous qu'au mois de mars, au début du mois de mars, Emmanuel Macron disait « Je demande aux Français de tenir 4 à 6 semaines ». Voilà, c'est fait. Ils ont tenu. Et désormais quoi? Parce qu'Emmanuel Macron, quand il a fait ce pari... Personne ne connaissait l'ampleur aussi de cette épidémie. Oui, c'est difficile de leur reprocher. Personne n'avait jamais connu une telle épidémie. Qu'est-ce que vous auriez fait? Edwige Chevrillon, juste un instant là-dessus. Vous pouvez convenir avec moi que le problème que nous avons, c'est la conjugaison entre l'épidémie qui certes est grave, et les décisions politiques qui sont prises. Quand M. Macron, au mois de janvier, et d'ailleurs il n'a pas sollicité le Parlement pour le faire, prend tout seul la décision de ne pas reconfiner, très bien, sans pour autant planifier aucune alternative au confinement pour limiter la circulation du virus, sans reconfiner. Que se passe-t-il alors? La situation se dégrade et donc il n'a pas d'autre choix, compte tenu de la tension à l'hôpital, que de procéder à un nouveau serrage de vis. Est-ce que c'est un nouveau serrage de vis? Est-ce que c'est un nouveau confinement? Est-ce que c'est un faux confinement? Est-ce qu'il faut être beaucoup plus strict? Écoutez, c'est une sorte de confinement, nouvelle mouture. On a eu le confinement, déconfinement, les couvre-feux avec les horaires qui changent. Non, moi, ce que je dis surtout... Il aurait fallu être beaucoup plus strict, à votre avis? Mais il aurait fallu surtout, quand nous l'avions dit très tôt, ça fait depuis le mois de novembre qu'avec Jean-Luc Mélenchon, nous proposons ce plan d'alternative au confinement. Nous leur avons dit, en substance, vous ne pourrez pas continuer à gérer durablement cette crise sanitaire simplement à coup de je coupe le son, je remonte le son, je ferme, je réouvre. Mais ça n'est pas possible. C'est pas ce qu'ils font en ce moment, justement, une alternative au confinement, non. Un système hybride comme je ne crois pas, Philippe Corbet. L'alternative au confinement, et d'ailleurs, j'adjure le président de la République d'entendre qu'il devra dans tous les cas y venir et que c'est dès maintenant qu'il faut le préparer. Parce qu'il y aura un confinement dans quelques semaines. Mais je pense, ce que je veux dire, c'est que quand il va desserrer les taux, des nouvelles mesures qui viennent d'être annoncées. Il faut tout faire pour éviter que quelques semaines plus tard, ça recommence. Alors comment faire? Quand on vous parle d'alternative au confinement, juste d'un mot, l'alternative au confinement, de quoi s'agit-il? Qu'ont-ils attendu pour équiper toutes les salles des purificateurs d'air? À l'école où M. Blanquer, pendant des mois, s'est évertué jusqu'à il y a encore quelques jours à nous dire il n'y a pas de problème à l'école, on se contamine plutôt en famille, pas à l'école. Pourquoi ne pas avoir dédoublé les classes, recruter des professeurs, comme les Italiens l'ont fait? Jean-Luc Mélenchon a proposé 100 000 étudiants qu'on aurait pu recruter pour dédoubler les classes, réquisitionner des locaux. Désormais, on sait que dans certains pays européens, c'est le masque FFP2 qu'il faut porter. Pourquoi ne pas distribuer gratuitement des masques FFP2? Organiser les conditions d'une société par roulement, de sorte qu'on n'ait pas les cohues que l'on connaît. Rien de tout cela n'a été fait. Donc j'adjure d'entendre qu'il va falloir le faire dans tous les cas, pour ne pas avoir à succomber une nouvelle fois à cette logique. Adrien Quatennens, bonjour. Bonjour. 2 précisions. Je viens de vous écouter. Vous dites nous avons désormais 2 adversaires, le virus et Emmanuel Macron. Vous les mettez sur le même plan? Non, en tout cas, ce que je veux dire, c'est une formule pour dire qu'en quelque sorte, c'en est assez, après 1 an de gestion calamiteuse de cette épidémie, de considérer qu'on aurait juste un virus qui tombe du ciel,
qui a d'ailleurs des origines dont on sait que c'est lié à la crise écologique, mais un virus qui, entre guillemets, s'abat, et un président de la République qui ferait pour le mieux et qui presque ne pourrait pas faire autrement. Je sais qu'il y a des Français, plus beaucoup, hein, visiblement, vu les enquêtes d'opinion, mais des Français qui pensent que, après tout, peut-être M. Macron fait pour le mieux. Non, il ne fait pas pour le mieux, parce qu'il n'a rien organisé, rien planifié, sinon cette méthode de confinement, de reconfinement, alors que les oppositions parlementaires proposent des solutions. Vous assumez le fait de dire c'est aujourd'hui un adversaire des Français. J'assume de dire que les Français ont été patients, indulgents, que nous avons fait des kilos de propositions qui sont toujours sur la table et qu'il n'est pas supportable de voir les oppositions que nous sommes. Vous savez, David Doucan, vous savez, quand on édite tout ce qu'on édite, toutes ces brochures, les alternatives au confinement, c'est pas pour faire de la littérature, ni pour se faire plaisir à nous-mêmes. Ce sont des propositions qui, je le crois, et je demande qu'elles soient regardées, sont utiles au pays. Ils n'en font strictement rien. Adrien Quatennens, une question très précise. Est-ce que le 29 janvier dernier, lorsqu'Emmanuel Macron a décidé de ne pas reconfiner, est-ce qu'à vos yeux, il a mis en danger physique toute une partie de nos concitoyens? Ce que je sais, comme vous en tout cas, parce que je ne suis pas médecin, mais je lis, y compris ce que disent les médecins, les épidémiologistes, même si M. Macron, j'ai bien compris, est le meilleur épidémiologiste de France, c'est que déjà au mois de janvier, lorsqu'il prenait cette décision, beaucoup alertaient sur le fait que le mois de mars serait dangereux et que mars-avril correspondrait à un pic si on ne faisait rien. On nous a beaucoup demandé à cette époque, quand il a choisi de ne pas reconfiner, ça devrait vous aller, vous êtes pour des alternatives au confinement. Ce que je dis, c'est que ne pas reconfiner n'est pas suffisant. Ce que nous proposons de faire, c'est logistiquement ambitieux à mettre en place. La société par roulement, faire en sorte qu'on diminue, par exemple, nous l'avions proposé, d'une demi-heure la journée de travail pour qu'on organise ces rotations, qu'on puisse du coup éviter d'avoir les mêmes cohues sur les quais des transports en commun aux mêmes horaires. Les purificateurs d'air, franchement... La société par roulement, justement, c'est à la place du télétravail pour vous ? C'est en tout cas le but de la société par roulement, c'est de dire que tout ne peut pas se faire à distance, voyez, et qu'il y a par exemple des secteurs qui subissent de plein fouet cette crise, qui après un an, et après qu'on leur ait donné dans l'intermédiaire beaucoup de perspectives de réouverture qui ont été douchées, qui mériteraient qu'on puisse réouvrir et d'organiser la réouverture. Donc pour les gens qui ne peuvent pas télétravailler au fond. Mais est-ce que vous soutenez l'idée, ce qu'a dit le président de la République mercredi, télétravail systématique? Le télétravail doit être la règle, ça c'est clair. Par contre, regardez, je pense à cet instant à près d'une centaine, je crois, de lieux de culture qui sont occupés par des professionnels de la culture, qui, entre autres revendications, on en parlera après, il y a la réforme de l'assurance chômage et son abandon, le fait que l'année blanche soit reconduite, mais il y a aussi l'idée de réouvrir les lieux de culture. Très franchement, je crois qu'on voit bien que le risque, c'est une quatrième vague d'ordre psychologique. Parce que, David Doucan, vous n'allez pas me démentir, nous ne sommes pas que des homo economicus qui prenons le métro le matin pour aller travailler, puis qui rentrons chez nous le soir pour renouveler notre force de travail, pour y retourner le lendemain. Nous avons besoin de danser, de chanter, de rire, de nous rencontrer, de nous émouvoir. Et attendez juste d'un mot, tout le monde comprend que dans des lieux de culture, des protocoles sanitaires hyper ambitieux à mettre en place, c'est possible. Il y a quelques jours de cela, je voyais sur le service public une émission de télé, par ailleurs tout à fait intéressante, c'était les humoristes, un palmarès des humoristes. Il y avait du public dans cette salle, des gens qui étaient avec des distances, avec des masques, mais ça montrait bien que c'était possible. Ils assistaient à quoi, sinon à un spectacle? Aujourd'hui, par exemple, il y a des cérémonies, des célébrations cultuelles. Et nous avons d'ailleurs, avec Jean-Luc Mélenchon, défendu le fait que ces cérémonies pouvaient se poursuivre. Mais évidemment qu'il faut mettre en place des jauges, des protocoles sanitaires. On peut le faire. Alors je dis que tout de suite, vu la situation sanitaire et vu le point auquel elle s'est dégradée, parce que M. Macron n'a rien préparé, alors elle s'est dégradée. Mais demain, quand ils vont desserrer l'étau sur les nouvelles mesures qui viennent d'être annoncées, ils n'auront pas le choix que d'en venir aux alternatives au confinement. Puisque vous faites un parallèle entre les célébrations culturelles de ce dimanche de Pâques et des organisations ou des manifestations culturelles, l'un des problèmes qui pourrait se poser, c'est que si vous avez une jauge d'un tiers comme dans les églises pour les théâtres, économiquement, ça n'est pas viable. L'organisation est lourde. Économiquement, ça ne serait pas possible pour des producteurs ou pour des troupes d'organiser des spectacles. Dans ce cas, ce qu'on fait, c'est qu'on continue bien évidemment le soutien économique autant que possible pour ces secteurs, mais on permet la réouverture parce que c'est de salubrité publique. Nous en avons grandement besoin. Alors, je ne sais pas si c'est possible de le faire tout de suite, maintenant, vu la situation sanitaire, mais j'adjure qu'Emmanuel Macron entende qu'à l'issue des nouvelles mesures qu'il a annoncées, ils n'auront pas d'autre choix. Et puis, vous savez, la discipline sanitaire, elle est aussi largement atteinte par ces ordres et contre-ordres. Il faut quand même se rappeler qu'il n'y a encore pas si longtemps que cela, Madame Buzyn nous avait dit le virus n'arrivera pas en France, juste avant de partir faire la campagne municipale à Paris. Monsieur Édouard Philippe nous avait dit le port du masque en population générale est faussement protecteur, etc. Et jusqu'à Monsieur Blanquer, qui il y a encore quelques jours disait il n'y a pas de problème à l'école, or on voit que c'est le cas.
Vous avez vu des images, que ce soit sur les quais de Saône ou ailleurs, où on a vu plein de jeunes en train de faire, ou à Marseille, en train de faire la fête, de se libérer justement, de boire. Là, avec le beau temps, on risque d'avoir beaucoup de jeunes comme vous peut-être, qui auront envie d'aller se défouler un peu, parce que c'est vrai qu'un an comme ça, c'est quand même très très dur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que doit être la position de la police? C'est de les verbaliser, de les mettre en garde à vue? Est-ce qu'il faut être très strict par rapport à ça? Quelle est votre position? Parce que ça s'est multiplié et ça va se multiplier. Ça n'est clairement pas la répression qui va avoir une quelconque efficacité là-dedans. Je pense qu'encore une fois, après un an... efficace? Non mais d'abord, dire une chose, c'est que moi, en responsable politique, comme nous tous, j'invite au respect des gestes barrières. La situation sanitaire est grave. Je pense aux soignants qui sont en première ligne encore à cette heure et qui d'ailleurs subissent une vague qui est parfois, dans beaucoup d'hôpitaux, plus impressionnante encore que lors de la première vague. Mais après un an, évidemment que ce genre de scène va se produire. Et les gens le font en responsabilité. Non, voilà. Non, vous pouvez pas écoutez, dire ça. ils sont... Lorsque vous voyez les images... Non mais ce sont des adultes. Vous en êtes d'accord, ce sont des adultes. Oui. On n'est pas leurs parents. Non. Donc évidemment qu'il faut des consignes, évidemment qu'il faut essayer, lorsqu'il y a des rassemblements qui sont visiblement, qui mettent en péril la situation sanitaire, essayer de disperser. Donc il faut les verbaliser. Il faut le faire par la pédagogie. Franchement, je ne crois pas que la verbalisation soit absolument nécessaire. Qui plus est, je vois que c'est spécialement, notamment dans les quartiers populaires où se multiplient les contrôles. Parfois d'ailleurs, comme on l'a vu encore récemment à l'île Sud, et d'ailleurs une enquête administrative est en cours, franchement des opérations musclées avec un usage de la force qui est disproportionné. Par contre, quand on a des rassemblements dans des restaurants clandestins pour les belles personnes, là on ne voit pas que la police débarque pour venir les sanctionner. Alors, je sais pas si vous... Donc d'abord et avant tout, de la pédagogie et faire en sorte surtout qu'on puisse organiser les conditions que la vie reprenne. Évidemment, avec des protocoles sanitaires, évidemment avec le virus qui plane toujours au-dessus de nos têtes. Mais nous en avons besoin après un an. Donc, la solution est demande qu'à soit Vous l'avez fait? Vous êtes allé dans des... Personnel, j'ai fait quoi? Des dîners? Vous avez été dîner, vous avez été vous promener dehors? Non, par contre, j'ai participé, et d'ailleurs, ça a été vu sur les réseaux sociaux, j'ai participé à des rassemblements extérieurs, mais d'ailleurs, j'ai compris que... Oui. Enfin, j'ai pas bien retenu ce slogan, mais dehors... Vous étiez citoyen, dehors en j'étais citoyen, dehors en citoyen, avec les gens de la culture qui se mobilisaient récemment. Mais sur les dîners, il y avait un reportage sur M6 hier soir sur des dîners clandestins. Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait des sanctions, des enquêtes et peut-être des sanctions plus fortes sur ces dîners clandestins? En tout cas, si on s'occupe, comme on le fait, des rassemblements de jeunes dans les parcs ou de sanctionner parfois sévèrement les gens dans les quartiers populaires parce qu'ils ne sont pas forcément chez eux à la bonne heure, il faut qu'on n'ait pas de géométrie variable. Les contrôles doivent aussi avoir lieu sur ce type de rassemblement, sur ces restaurants clandestins et tout le reste, évidemment. Mais bon, pour les restaurants, ce que j'espère surtout, encore une fois, c'est qu'avec de vraies alternatives au confinement, on puisse créer les conditions de réouvrir. Vous savez, il y a des endroits, regardez par exemple, l'Assemblée nationale, elle fonctionne toujours. D'accord? Et parfois, dans l'hémicycle, vous le voyez, lors des séances de questions au gouvernement, on est nombreux. Alors, les protocoles sanitaires sont stricts. Il y a du gel partout, à l'entrée, à la sortie, des masques à disposition. Qu'attend-on pour faire ça partout dans la société? On ne pourrait pas imaginer que la représentation nationale cesse son activité parce qu'il y a une crise sanitaire. J'en suis d'accord, mais je n'imagine pas non plus que la culture dans ce pays, et la France sans culture, ça ressemble plus franchement à la France, ça peut durer non plus. La gestion de cette crise depuis le début, c'est faire des choix. C'est limité à des endroits. Visiblement, en tout cas, c'est mon avis, visiblement pas les bons. Depuis le début de cette crise. Vous considérez que ce ne sont pas les bons, mais nécessairement, il y a l'obligation de faire des choix. Et surtout de rappeler que nous sommes d'autant plus vulnérables face au virus que des choix politiques, parfois même antérieurs à M. Macron, ont été faits. Mais regardez par exemple la situation à l'hôpital. J'ai entendu M. Castex, j'entendais M. Castex l'autre jour en l'interview dire on ne peut pas réouvrir des lits à l'hôpital en claquant des doigts. Par contre, quand il a fallu en fermer pour faire des économies, comme ils disent, ils ont su le faire. La France, 6e puissance économique du monde, a perdu 100 000 lits à l'hôpital public. 100 000 en 20 ans, 7 400 sous Emmanuel Macron. Adrien Quatennens, parlons de l'hôpital avec une question précise, c'est que vous avez sans doute été spectateur, comme tout le monde, de la passe d'armes cette semaine entre Martin Hirsch, patron de la PHP, Assistance publique hôpitaux de Paris, et la Macronie, disons, en particulier le député Florian Bachelier. Martin Hirsch a été convoqué par Olivier Véran. Est-ce que Martin Hirsch est dans son rôle dans cette posture-là, dans ces échanges qu'il a pu avoir avec la Macronie, parfois qui ressemblaient à de la confrontation politique? Écoutez, moi, ce que je vois, c'est, en tout cas, ce que j'ai découvert à l'occasion de cette crise sanitaire, c'est qu'il n'y a pas qu'en politique qu'il y avait du dissensus et de la confrontation. Très franchement, depuis le début, quand vous écoutez la parole des scientifiques, vous voyez que tout le monde n'est pas forcément en ligne et pas d'accord. Et la parole des médecins, en plus, a souvent, y compris, pris la place de la parole politique dans bon nombre d'émissions. Mais là, c'est un haut fonctionnaire. Oui, c'est un haut fonctionnaire, et donc je crois que ce qu'il dit est intéressant et doit être entendu. Et M. Véran, lui, est tout le temps dans une posture, comme à l'Assemblée nationale, de circuler, il n'y a rien à voir. Si on les écoute, et c'est ça qui est d'autant plus insupportable, c'est qu'ils ont tout bien fait depuis le début.
Monsieur Macron encore à 22h30 l'autre soir à la sortie du Conseil européen, qui dit devant nous tous les Français à 22h30, messieurs, dames, je n'ai aucun mea culpa à faire, aucun constat d'échec. Mais sur les masques, sur les tests et désormais, et c'est le plus important, sur le vaccin, ils sont en échec. Pour des raisons éminemment politiques. Mais vous auriez fait Cette quoi, vous, crise sur le est vaccin politique. Vous auriez acheté en solo, par exemple? Écoutez, une chose est sûre. Nous avons une pandémie mondiale, d'accord? Oui. L'Organisation mondiale de la santé ne cesse de dire que parce que la pandémie est mondiale, le vaccin doit être considéré comme un bien commun de l'humanité. Monsieur Macron lui-même, il y a quelques allocutions présidentielles de ça, parce qu'on les compte plus, il parle beaucoup, souvent pour ne rien dire d'ailleurs, nous avait dit il y a des biens et des services qui doivent être sortis des lois du marché. Oui. Monsieur Macron lui-même, Il l'avait dit avec Angela Merkel. Qu'attend-il pour le faire avec le vaccin? Le problème que nous avons avec le vaccin, David Doucan, c'est qu'aujourd'hui, il est géré comme une banale marchandise. L'Europe et L'Union le européenne, le continent. Ce sont les laboratoires privés qui les ont trouvés, mais vous savez que... l'innovation. Non, mais alors, financer l'innovation. D'abord, interrogeons-nous sur le fait que la France, qui dépense autant d'argent dans sa recherche publique, ne puisse plus le faire. La France est en voie de tiers-mondisation. Je veux dire, on a quand même une histoire avec le vaccin, nous les Français. On ne produit même plus de Doliprane en France. On était à 80% de producteurs de nos médicaments il y a 20 ans de ça. Aujourd'hui, on dépend à 80% de l'import. Mais Sanofi, que M. Macron était allé visiter au printemps dernier, faisant fi du fait que Sanofi, d'ailleurs, malgré tout l'argent public qu'on lui déverse, avait prévu d'envoyer ses vaccins d'abord aux Américains. Et avait dit, super, on va avoir un vaccin. Sanofi, sa politique industrielle, Edwige Chevrillon, c'est d'avoir versé 4 milliards d'euros de dividendes à ses actionnaires et de saboter sa recherche avec 400 postes supprimés et on passe de 11 à 3 centres de recherche en France. Mais vous auriez Donc fait quoi, la France n'a toujours pas son propre vaccin. Adrien Quatennens, alors, pour avoir les doses, pour avoir les doses, vous auriez fait quoi? L'Organisation mondiale de la santé, c'est pas par idéologie qu'elle appelle à la levée des brevets, David Doucan. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, on a un portefeuille de vaccins qui est assez restreint par la logique européenne de marché. C'est une logique de marché. Pfizer envisage de faire 15 milliards de bénéfices en 2021 avec le vaccin. Vous avez des patrons de laboratoires qui sont devenus, en pleine pandémie, milliardaires. Donc je vous demande d'entendre que pour beaucoup, même en pleine pandémie, c'est encore la loi du fric qui domine. Si on levait les brevets, ce que l'on pourrait faire alors, c'est dire qu'il n'y a plus de propriété intellectuelle, la cupidité n'est pas le moteur de tout. Et donc ensuite, ce qu'on fait, c'est que partout où on a des chaînes de production, où on peut produire des vaccins... Ben voilà, mais on les a pas partout. Alors, c'est là le bas blesse. Attendez, je vous accorde le fait que la capacité de production n'est pas suffisante. Néanmoins, peut-être peut-on se mettre d'accord sur le fait que même si cette capacité de production doit encore monter en puissance, il y a des chaînes de production qui aujourd'hui ne produisent pas de vaccins et qui, si on levait les brevets, pourraient en produire d'où qu'ils viennent. C'est pas si simple. Attendez, comment expliquez-vous que Sanofi, les chaînes de Sanofi, vous savez ce qu'on va faire là? Je lisais ce matin dans le journal, on va produire des vaccins en France. Vous savez comme moi que c'est une mascarade, on va les mettre en flacons. D'accord? Voilà ce qu'on va faire. C'est ça l'utilisation des chaînes de production pour l'utilisation d'un brevet qui avait été développé par une autre entreprise. C'est exactement ce que nous ferions si nous pouvions lever les brevets. Nous mettrions en production des vaccins dans les chaînes de production existantes. Avec le vaccin, d'abord, dire qu'il doit être un bien commun et surtout, je le dis, ne pas faire d'idéologie avec le vaccin. Quand j'entends Monsieur Thierry... Ni dans un sens, ni dans un autre. Quand j'entends, bien sûr, mais moi c'est clair ce que je raconte. Ce que nous racontons avec Jean-Luc Mélenchon, c'est le vaccin bien commun de l'humanité et, entendez-moi, d'où qu'il vienne, quel que soit le régime qui le propose, que l'on soit politiquement d'accord ou pas avec le vaccin, s'il est sûr et efficace, doit être proposé. Quand j'entends M. Breton dire sur vos plateaux qu'il est opposé au vaccin, à l'arrivée en Europe du vaccin russe, pourquoi? C'est la position du gouvernement français également. Parce qu'il est russe? C'est ça le problème? Parce que s'il est efficace et sûr, vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'on pourrait augmenter nos doses si on élargissait le portefeuille de vaccins. Alors je vous ramène au plus près du terrain. C'est chez vous, dans votre région, à Calais. 750 doses AstraZeneca étaient prévues pour hier, ce samedi. 500 personnes ne sont pas venues. Ils ne sont pas venus. Ils avaient rendez-vous, ils ne sont pas venus, il y a une inquiétude. On nous dit que les doses ne seront pas perdues, qu'elles seront reproposées dans ce début de semaine qui s'engage. Est-ce que vous voyez là un motif d'inquiétude sur la fiabilité d'AstraZeneca, ou en tout cas la perception que nos concitoyens ont de ce vaccin? Deux choses. Vous parlez du Nord d'abord. Moi, je participe aux réunions organisées par la préfecture pour faire le point sur l'état d'avancement de la vaccination dans la région. On a franchi une barre importante, mais ce que je vois surtout, c'est que en réalité, le nombre de doses, le stock, c'est 4 jours de stock tampon. On y va à fond. Il n'y a pas de stock qui reste de côté, en tout cas pas dans le Nord, d'après ce que je vois des chiffres. Tant mieux, vous vous en réjouissez, j'imagine. Bien sûr, sur AstraZeneca, bien sûr, parce que le vaccin est l'arme principale dans l'arsenal contre le virus. Est-ce qu'il faut rassurer les gens? Est-ce que vous pensez qu'il faut rassurer les gens? Rassurer les gens, oui, mais David Doucan, sur AstraZeneca, quand pendant plusieurs semaines,
des soignants hésitaient à se faire vacciner avec l'AstraZeneca. Parce que si on doit dire qu'il faut faire confiance à la science et que le vaccin est incontestablement la principale solution, je ne mets pas de côté la question d'un médicament, car il faudra aussi une stratégie thérapeutique. Traitement. Et ça n'est pas normal non plus que ce soit le privé qui ait à financer, par exemple, les expérimentations de l'Institut Pasteur à Lille. Mais quand vous avez pendant quelques semaines des soignants qui disent « moi, j'ai pas de recul sur l'AstraZeneca, j'ai des doutes, je ne le fais pas ». Vous avez un gouvernement qui monte les soignants du doigt. On se souvient de la lettre de M. Véran aux soignants en disant « faites-vous vacciner ». Puis qu'est-ce qui se passe ensuite? On suspend la vaccination de l'AstraZeneca. Pour 24 heures, en attendant. Mais vous savez que du coup, dans l'opinion publique, de l'Agence européenne du médicament. C'est le principe de précaution. Bien sûr, mais dans l'opinion publique, le mal est Ça a fait. laissé des traces, quoi, selon vous. Donc moi, ce que je dis, c'est que si nous levions les brevets et que nous produisions partout où c'est possible de produire des vaccins, d'où qu'ils viennent, dès lors qu'on sait qu'ils sont sûrs et efficaces, alors nous pourrions élargir ce fameux portefeuille de vaccins et en quelque sorte, peut-être, pourquoi pas, moi je le souhaiterais, qu'on puisse laisser le choix aux personnes qui souhaitent se faire vacciner de quelle méthodologie, quel vaccin en quelque sorte ils souhaitent utiliser. Voilà. Et pour cela, il faut élargir ce portefeuille. Mais pour l'instant, c'est la pénurie. Mais c'est la pénurie. Mais donc, je veux dénoncer sur votre plateau la duplicité du discours d'Emmanuel Macron qui consiste à dire le vaccin bien commun, l'Organisation mondiale de la santé appelant à cette réalité. Mais vous devez savoir, parce qu'on ne l'a pas dit encore à cette heure, qu'à l'OMC, Organisation mondiale, cette fois, du commerce, il y a 15 jours de cela, la France et l'Union européenne se sont opposés à la levée des brevets. Le message politique est clair. Le marché, le marché, le marché. Ça n'est pas possible. Est-ce que Boris Johnson trouve plus grâce à vos yeux, parce qu'on sait que le Royaume-Uni a été le plus touché par la pandémie. Au départ, c'est là où il y a le plus de morts. Mais en même temps, maintenant, c'est là où il y a le plus de Britanniques vaccinés avec l'AstraZeneca, qui a été donc découvert par Oxford. Est-ce que vous dites, c'est Boris Johnson, il a choisi la bonne stratégie? Écoutez, en tout cas, ce que je vois incontestablement comme vous, parce que les chiffres qu'on nous présente et les faits qu'on a sous les yeux nous empêchent de dire autre chose. C'est que visiblement, la première injection, on n'en est pas encore sur la deuxième. C'est que visiblement, on s'en sort mieux en dehors de l'Union européenne qu'à l'intérieur. Et je ne fais qu'un constat que vous pouvez partager avec moi en disant cela. L'Union européenne, dans cette affaire, c'est une nouvelle pantalonnade. Incapable d'organiser quoi que ce soit. Déjà que rien, franchement, beaucoup de Français m'interrogeaient là-dessus. Mais déjà que rien que sur les consignes sanitaires, regardez, au sein de l'Union européenne, il n'y a pas un pays qui prend les mêmes règles au même moment, qui fait les mêmes choses à peu près, qui prend les mêmes consignes en termes de discipline sanitaire. Et parce que la situation de l'épidémie n'est pas la même au Portugal, évidemment, en Belgique, évidemment, mais quand vous voyez par exemple que dans certains pays, je crois que c'est en Allemagne, où on est obligé dans les transports en commun de porter les masques FFP2, on dit donc du coup ici à M. Macron et M. Véran, qui nous avaient dit initialement que le masque servait à rien, dépêchez-vous maintenant de fournir les masques FFP2. Pour rebondir sur ce que disait Edwige Chevrillon sur Boris Johnson a dit devant des parlementaires britanniques que la raison du succès de la stratégie vaccinale britannique, c'était le capitalisme et l'avidité, la cupidité. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, sans reprendre sa formule, au fond l'idée que la prise de risque, le privé, le public qui travaillent ensemble, est-ce que ce n'est pas aussi des éléments de la stratégie de vaccination britannique qui va effectivement beaucoup plus vite que celle du continent? Que le privé et le public travaillent ensemble, évidemment. Et moi, je veux vous rassurer tout de suite, Philippe Corbet, nous sommes à la France Insoumise pour une économie mixte. Il ne s'agit pas de tout nationaliser. En revanche, sur des secteurs stratégiques, et notamment la question de la souveraineté Boris Johnson ne pose pas, par exemple, la question des brevets. Lui, non, mais moi, ce que je vous dis, c'est que nous avons besoin de retrouver, c'est Emmanuel Macron qui en parlait, mais il fait du bruit avec sa bouche sans rien proposer derrière, une véritable souveraineté sanitaire. Donc, organiser les conditions de pouvoir produire des vaccins en France, et notamment de lever des brevets, et par exemple sur le médicament, moi je ne supporte pas de voir la France dépendante à 80% de l'import pour ces médicaments, raison pour laquelle nous proposons avec Jean-Luc Mélenchon l'instauration d'un pôle public du médicament, où on mettrait à la fois la recherche fondamentale et la production il faut aider Sanofi, par exemple. Il faut aider Sanofi qui a un champion. Il faut les aider, mais aux aides publiques, il faut des contreparties. C'est bien ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, la politique du gouvernement consiste en tout et pour tout à catapulter des milliards d'aides sans aucune contrepartie, avec les résultats qu'on connaît. Vous voyez Sanofi, je vous l'ai dit, 4 milliards de dividendes, des postes supprimés dans la recherche, des centres de recherche qui ferment en France, et la France qui a toujours pas qui sont à Lyon, vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure. Et moi, je crois, pour répondre à votre question, que non, la cupidité n'est pas le moteur de tout. Et que face aux grands défis... C'est Boris Johnson qui le dit. Oui, mais moi, j'en suis pas d'accord, donc je vous le dis. Face aux grands défis que nous avons devant nous, non seulement la crise sanitaire, mais aussi les autres, parce que vous savez que les scientifiques nous parlent, vous l'avez lu comme moi, de l'ère des pandémies au pluriel. Donc ça veut dire qu'on peut se préparer à la suite dès maintenant et qu'on devrait ne pas attendre la prochaine. Et on peut le faire. Je veux dire, la France est un grand pays. Sur les questions, on en parlera après, comme le climat, etc., nous pourrions, parce que nous avons les atouts pour ça,
marcher aux avant-postes. Au lieu de quoi, on regarde nos chaussures. En même temps, BioNTech, Moderna sont des petites entreprises, des biotech, des startups qui ont, par esprit d'initiative et d'investissement, avec l'idée aussi peut-être de faire fortune, réussi à trouver plus vite que d'autres des vaccins. Oui, mais je pense que s'il y a une politique publique d'investissement conséquent, c'est aussi stimulant que de pouvoir répondre à des défis comme cela. Vous savez, en France, certains inventeurs de vaccins, des vaccins historiques qui ont permis de lutter contre des pandémies, dès qu'ils avaient trouvé l'innovation, comme vous dites, ils ont dit moi, mon vaccin, ce sera domaine public. Voilà, c'est bien la preuve que ce n'est pas la cupidité qui fait qu'on y arrive systématiquement. Et d'ailleurs, face aux grands défis que nous avons, aux grands périls qui s'avancent, ça ne pourra pas être la cupidité, ce sera nécessairement la société de l'entraide qu'il faut bâtir. Alors justement, on va parler de quoi qu'il en coûte, un peu d'économie. Adrien Quatennens, ce matin dans le journal du dimanche, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, dit qu'en fait, avec ce nouveau confinement, il revoit à la baisse la prévision de croissance de la France. Il la baisse de 6 à 5%. Est-ce que ça veut dire quand même, en plus avec 11 milliards de coûts supplémentaires par mois, enfin au total, pardon, est-ce que ça veut dire qu'il faut quand même à un moment arrêter ce quoi qu'il en coûte pour rebooster l'économie? Non, je ne le crois pas, au contraire. Il faut persister dans cette idée de soutenir l'économie, mais le faire avec des contreparties. Parce que sinon, on a le résultat qu'on voit. Vous voyez, par exemple... Vous avez une prévision de croissance, vous? Je ne sais pas, la France Insoumise, vous avez... vous aviez participé, vous vous en souvenez, en 2017, absolument. à nos 5 heures sur le chiffrage. Donc on va renouveler l'opération pour 2022 et on vous invitera de nouveau. Non, on n'a pas encore fait de prévision de croissance. On a commencé déjà à chiffrer les éléments de notre programme, même si une grosse part avait été faite en 2017. Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il faut maintenant exiger des contreparties aux aides publiques. Le crédit d'impôt compétitivité emploi, par exemple, a été, de ce point de vue, très significatif. C'est 20 milliards d'euros par an qui ont été catapultés, mais là, vous parlez d'avant la crise sanitaire. C'est un exemple. C'est un exemple. Mais attendez, je vous en donne deux. Mais celles qui sont aidées aujourd'hui, il y a deux choses pour moi. Il y a les entreprises qui, effectivement, prennent de plein fouet la crise sanitaire et qu'il faut soutenir, pour le coup, quoi qu'il en coûte. Et puis ensuite, à côté, il y a ce qu'on appelle les profiteurs de crise, c'est-à-dire des entreprises qui, en quelque sorte, un instant, supportez que je le dise tout de même, bénéficient des aides publiques et profitent en quelque sorte opportunément de glisser leur plan de délocalisation et de licenciement dans cette toile de fond de la Covid pour que tout ça passe inaperçu. Edwige Chevrillon, un instant, mais juste parce que c'était l'actualité de cette semaine. 2 entreprises, Michelin, Danone. Michelin, c'est 1,7 milliard de bénéfices, c'est 357 millions aux actionnaires pendant la pandémie. D'accord ? Pendant la pandémie. 65 millions de crédits d'impôt compétitivité emploi et 12 millions du fameux chômage partiel, ces mesures de soutien à l'économie qu'il fallait prendre. 530 suppressions d'emplois qui démarrent tout de suite et 2300 suppressions de postes visées au total. Danone, vous connaissez Danone 1,4 milliard de dividendes en 2020, 1,3 prévu en 2021, 500 suppressions de postes. Donc ce que je veux dire d'un côté, c'est qu'évidemment il faut soutenir l'économie, mais créer les conditions de ne pas laisser des opportunités, des effets d'aubaine se créer sur le dos des salariés. C'est quoi la contrepartie? Interdiction de licencier? Eh bien, on pourrait imaginer, par exemple, pendant la pandémie, que toutes les entreprises qui bénéficient des aides publiques de l'État ne licencient pas. Oui, en effet. Vous savez que l'OFCE table sur 790 000 suppressions de postes en France en 2021. Et à côté de cela, avoir des mesures pour relancer l'économie, avoir des mesures pour relancer l'économie qui soient autres que celles qu'on a sous les yeux. Parce que, y compris dans les dispositifs de l'État, il y a une question dont on ne va pas pouvoir se passer à l'occasion de 2022. On va parler après peut-être de la dette publique, mais il y a la dette privée. Il y a ces prêts garantis par l'État qui, aujourd'hui, font fonctionner beaucoup d'entreprises, mais sur lesquels, vous le savez comme moi, il y aura des échéances et donc des remboursements. Donc ça veut dire que vous allez avoir plein d'entreprises. Mais il y a beaucoup d'entreprises et la grande majorité qui n'ont pas utilisé justement ces PGE. Mais il y en a beaucoup, je crois. Il y en a pour des sommes incroyables. 110 milliards, c'est 100 milliards, je crois. 110 milliards qui circulent en prêt garanti par l'État, avec une échéance. Et beaucoup d'entreprises et beaucoup d'entrepreneurs qui, à cette heure, se disent comment je fais pour rembourser. Donc, quand nous proposons, par exemple, de dire ces dettes privées, il faudrait pouvoir les faire remonter dans une caisse de défaisance pour pouvoir créer les conditions que l'économie reparte. Ça, c'est d'une urgence absolue. Vous parliez de la dette. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, vient de préciser, dernier chiffre, dette publique, on va passer de 115 à 118% du PIB, le déficit public 9%. Comment on fait pour rembourser la dette quand tout ça sera derrière nous et qu'on aura ces sommes folles et ces milliards à rembourser? On fait comment? Plusieurs choses. D'abord, la première, c'est qu'on aurait tort, et c'est ce qu'ils font régulièrement, Bruno Le Maire et les autres, de comparer la dette publique à la dette d'un ménage. Quand vous parlez de la dette sur un plateau de télé, tous ceux qui nous regardent à cette heure pensent aux dettes qu'ils ont contractées pour eux-mêmes,
pour éventuellement leur logement ou leur voiture. Oui, parce que l'État serait déjà en faillite depuis longtemps, Alors, avant même la non crise du seulement Covid, ça si n'a on rien était un à ménage. voir parce Ouais. que l'État investit, l'État a du patrimoine, mais ça n'a rien à voir non plus parce que vous remarquerez que quand Philippe Corbet vous contractez un endettement auprès de votre banque pour vous, on ne rapporte pas votre niveau d'endettement à une année de votre production. Non. Vous êtes d'accord? Absolument. Alors que c'est ce qu'on fait pour la dette publique en la rapportant on au fait comment PIB. alors? On fait comment pour rembourser dans les... Parce que ça va être un sujet de la campagne présidentielle. D'abord dire une chose. Il est vrai que immédiatement, à l'instant T, le problème ne se pose pas vraiment puisque les taux d'intérêt sont tellement bas que la France emprunte à très bon marché. Vous voyez, la France a une dette qui est 5 fois supérieure à celle de 1981, mais elle dépense moins qu'à l'époque pour rembourser le service de la dette parce que les taux d'intérêt sont très bas. Néanmoins, nous ne sommes pas à l'abri, évidemment, du fait que les taux d'intérêt augmentent. Donc, dire une chose, il y en a pour 2600 milliards. Nous n'avons jamais commencé à rembourser en réalité. Quand les responsables politiques du gouvernement vous disent on rembourse la dette, en fait, jamais le capital de la dette n'a été remboursé. On rembourse Ce sont les intérêts que l'on paye les rembourse intérêts uniquement. Donc on fait comment? Alors, d'abord, Charge d'intérêt. on commence par dire que ce qu'on a à faire devant nous, la bifurcation écologique et tout le reste, va nécessiter qu'on investisse beaucoup. On va avoir besoin de beaucoup d'investissements. On ne peut pas avoir pour seul horizon de dire à la jeune génération, ben, votre avenir, ça va être très simple, vous allez vous lever le matin pour aller au travail, pour rembourser la dette. Super, tout le monde va se lever d'enthousiasme pour un tel projet politique. Il y a des solutions qui existent pour régler le problème tranquillement. On pourrait passer beaucoup de temps à discuter de la composition de cette dette. Edwige Sevrillon n'ignore pas, par exemple, qu'on estime que 25% du poids de la dette, et notamment le fait des baisses de recettes, avec tous les cadeaux fiscaux qui ont été faits, les baisses d'impôts de production souvent inutiles, etc., etc. Néanmoins, ce que nous disons, la Banque Centrale Européenne, aujourd'hui, a dans ses caisses 18% de la dette de la France. La Banque Centrale Européenne pourrait continuer à racheter directement aux États les titres de dette. Il faut changer de traité. Et ensuite, et bien évidemment, on arrive du coup sur la question des traités européens dont vous savez que nous voulons en sortir. Elle rachèterait directement aux États les titres de dette et elle les classerait en quelque sorte en dette perpétuelle. Voilà, et derrière, on pourrait investir parce qu'on a des choses à faire et qu'on ne va pas passer notre vie à regarder nos pompes en train de se dire il faut rembourser la dette, on doit faire la bifurcation, on doit faire la transition. À aucun moment, vous n'utilisez le levier fiscal? Alors évidemment que si on veut parler de la question des recettes, évidemment qu'il y a des choses à faire, mais pas n'importe lesquelles. Alors qui vous voudriez-vous taxer si vous deviez l'emporter dans les prochaines incontestablement, échéances? il faut une grande réforme fiscale dans ce pays. On a un véritable problème qui est la question de la répartition des richesses produites. David Doucan, peut-être vous l'ignorez, mais en France, 7 personnes possèdent autant que 30% de la population réunie. Et par exemple, les milliardaires de ce pays, c'est 175 milliards de plus d'engrangés en 2020 en pleine pandémie. 2 fois le budget annuel de l'hôpital public. Donc la question qui se pose est la suivante. Ces milliardaires, ils emploient du monde, ils créent de l'emploi. Bien sûr. C'est le capitalisme, quoi. Oui, David Doucan, Voilà. et c'est un problème. Parce que si vous êtes d'accord pour considérer, si vous êtes d'accord pour considérer qu'il est normal qu'une personne, si talentueuse soit-elle, si avec un parcours de prise de risque, comme disait Philippe Corbet, si vous êtes d'accord pour dire qu'il est normal que dans une société, quelqu'un gagne en quelques secondes ce que gagne un travailleur moyen en toute sa période de vie au travail. Si sa prise de risque permet de créer des milliers d'emplois, des dizaines de milliers d'emplois. Non, mais là, on a un point de désaccord. Que la personne soit correctement de la richesse. Non, mais que la personne soit correctement payée. Si ça permet de faire des brevets et de trouver des vaccins. Que la personne soit correctement payée, oui, mais qu'à la tête d'une entreprise, comme c'est le cas d'ailleurs dans le CAC 40, quelqu'un puisse gagner 200 fois ce que gagne la personne qui est tout en bas. C'est pas vertueux du tout, non seulement pour l'écologie, parce que fait-on avec autant d'argent, mais surtout pour la question de la répartition des richesses. Nous avions proposé, par exemple, que dans une entreprise, on ne puisse pas avoir d'écart de salaire de plus de 1 à 20. Alors on nous avait dit, mais c'est confiscatoire, mais on a parlé de confisquer l'argent à personne. S'il y a l'accord de 1 à 20 et que le grand patron veut garder sa rémunération maximum, il le peut. Mais alors, pour l'écart de 1 à 20, il doit l'augmenter. Je réponds sur la fiscalité d'un mot. Ce que nous devons faire, c'est une grande réforme fiscale dans ce pays pour faire en sorte que tout le monde paye. Nous sommes pour que tout le monde paye. Mais les petits payent petit et les gros payent gros. Avec la réforme fiscale que nous appelons de nos voeux, on veut en finir avec le fait que la classe moyenne dans ce pays supporte tout l'effort fiscal sur son dos, l'essentiel. Parce que vous avez la moitié des Français qui ne touchent pas d'impôt sur Et le donc, revenu. nous proposons de passer des 5 tranches d'impôts d'aujourd'hui à 14 tranches pour lisser l'effort. L'effet, et là on m'entendra ce midi depuis derrière la télévision, avec la réforme fiscale que nous appelons de nos voeux, avec Jean-Luc Mélenchon, si vous gagnez moins de 4 000 euros par mois, et moins de 4 000 euros par mois, ça fait beaucoup de monde dans ce pays, vous paierez moins d'impôts. C'est organisé
un meilleur partage de la richesse produite entre tous, tout simplement. Adrien Quatennens, à l'Assemblée nationale, la loi climat en ce moment est en débat. Et vous avez proposé à la France Insoumise, d'une part, ce que vous appelez la planification écologique et un débat sur l'eau, notamment une votation sur l'eau. Pourquoi est-ce que, selon vous, alors qu'il y a plein d'urgences et plein de débats écologiques, notamment sur le nucléaire, pourquoi est-ce que la question de l'eau est politiquement essentielle aujourd'hui? Pourquoi vous la portez comme le fait Jean-Luc Mélenchon en proposant une votation sur l'eau? Elle est fondamentale. D'abord sur le climat, dire qu'aujourd'hui le débat, c'est pas le débat entre ceux qui aiment la nature, les arbres et les oiseaux, et puis les autres qui les aiment pas. Tout le monde est écolo, d'une certaine manière. Et puis surtout, il faut avoir un diagnostic clair sur ce qui se présente. Ouais. 67% des espèces vertébrées ont disparu en 50 ans, on est rentré dans la 6e extinction. On est sur une trajectoire en termes de gaz à effet de serre et de réchauffement climatique qui nous emmène vers plus 3 à plus 5 degrés, avec des conséquences dont même les scientifiques n'arrivent pas à dire ce qu'elles vont provoquer, des seuils d'irréversibilité. Donc commençons par poser le cadre. L'écosystème compatible avec la vie humaine est en danger. C'est ça le sujet aujourd'hui. Donc on a un temps limité pour régler le problème. Donc on en déduit une méthode qui est la planification écologique, c'est-à-dire en quelque sorte fixer la règle verte comme objectif. On ne prend pas davantage à la nature que ce qu'elle est capable de reconstituer. Et en découle un défi technique et humain, radical mais passionnant, qui va nécessiter qu'on se retrousse les manches, qu'on crée beaucoup d'emplois, qu'on fasse la transition énergétique, qu'on fasse la transition de notre modèle agricole, qu'on investisse dans le ferroviaire, qu'on recrée des pôles publics, etc., etc. La question de l'eau, en effet, elle est fondamentale. Vous savez que les Nations Unies nous disent, alors que l'eau est à la base de toute vie, s'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de vie. Les Nations Unies nous disent que d'ici à 2030, 4 milliards de personnes sur la planète vont vivre dans des zones où on sera en pénurie d'eau. En France, vous avez 300 000 personnes qui ont des difficultés d'accès à l'eau. À Mayotte et en Guyane, j'ai noté ça, un Français sur 5 ne dispose pas de l'eau à domicile et de points d'eau potable à proximité. En Martinique, en Guadeloupe, 50% de l'eau part dans les fuites parce que les canalisations et tout le reste ne fonctionnent plus. Vous avez 2 millions de Français qui ont du mal à payer leurs factures d'eau. Donc nous, ce que nous disons, c'est que l'eau, comme elle est un bien commun, on en revient à cette question dont on parlait tout à l'heure avec le vaccin, ne peut pas être considérée comme une marchandise. Donc nous proposons, avec ma camarade Mathilde Panot, qui a lancé cette votation pour la France Insoumise, avec d'autres, il y a la CNL, Génération, d'autres partenaires au bien commun. Nous proposons cette votation jusqu'au 13 avril. J'invite ceux qui nous écoutent à y aller. C'est sur le site au.vote. Jusqu'au 13 avril, la question qui vous est posée, c'est êtes-vous favorable à l'inscription dans la Constitution du droit à l'eau et à son assainissement et à l'interdiction de son accaparement par les multinationales? Il y a combien de personnes qui ont voté pour l'instant? Alors écoutez, la première semaine, on avait un peu plus de 25 000 votants en ligne. Ça s'est beaucoup accéléré et puis surtout, partout en France, vous avez des insoumis, des insoumis qui tiennent avec d'autres des points de votation. Et d'ailleurs, paradoxalement, dans une période où il y a le Covid et tout le reste, les gens viennent voter, viennent discuter. Je pense qu'il y a aussi une envie de politique et que cette question-là, elle est vraiment justement, on va parler politique. Je donne un rendez-vous, du coup, permettez-le-moi, mais le 10 avril, juste avant l'issue de cette votation, Jean-Luc Mélenchon tiendra un grand meeting, en réalité augmenté, une première mondiale avec beaucoup de surprises, vous allez voir, sur la question exclusivement de l'eau bien commun. On parle de politique, Philippe, Adrien Quatennens, surtout, pardon, on parle des régionales. Est-ce que vous souhaitez le maintien des régionales au mois de juin en disant que la démocratie a quand même été largement étouffée, passée au second plan avec cette pandémie? Est-ce que vous êtes pour le maintien de des dates? Alors écoutez, je vais vous faire la même réponse que celle que j'ai faite à monsieur Jean-Louis Debré quand il nous avait consultés. L'ancien président du Conseil constitutionnel. Exactement, parce qu'il avait été mandaté par Jean Castex pour cela. Un vote, une élection. Alors vous devez savoir que 140 élections se sont tenues à travers le monde pendant la période de la Covid. Mais dire une chose, c'est qu'un vote, une élection, ça n'est pas simplement la formalité administrative, les opérations de vote. Il faut évidemment organiser les conditions d'opération de vote sûres, mais il faut permettre qu'avant le vote, il y ait une campagne électorale, il y ait de la contradiction, des projets qui s'affrontent. Mais comment est-ce qu'une campagne pourrait se tenir dans les prochaines semaines alors qu'il y a des restrictions sanitaires qui ont été durcies? Donc, M. Castex nous a écrit et nous demande d'ici au 8 avril, c'est-à-dire la semaine prochaine, de lui remettre une copie sur ce que nous préconisons. Est-ce que nous sommes pour le maintien ou est-ce que nous sommes pour le report? Et c'est ma question, justement. Alors, nous allons être pour le maintien conditionné. Nous posons des conditions au fait que l'élection soit maintenue. Sur l'organisation d'une véritable campagne, d'abord, faire en sorte que l'audiovisuel public soit mis à contribution pour organiser avant l'échéance 3 débats entre les candidats à l'échelle des régions. Envoyer à charge de l'État une circulaire 1 mois avant les opérations de vote pour expliquer qu'il y a une élection. Parce qu'ils n'ont pas l'air de beaucoup s'inquiéter du fait que plein de Français ne sont même pas au courant. Et on ne peut pas se féliciter de l'abstention. Organiser une campagne publique d'appel au vote. Le gouvernement pourrait décider de le faire. Et ensuite, il y a des conditions sur l'organisation des opérations de vote en tant que telles.
nous proposons par exemple que les membres des bureaux, Edwige Chevrillon, soient prioritairement vaccinés. Que dans les 72 heures avant les opérations de vote, tout le monde puisse passer un test. Nous proposons, et nous l'écrirons à M. Castex, qu'à l'entrée de chaque bureau de vote soient mis à disposition gratuitement les fameux masques FFP2. Donc on aura une carte électorale et un pass sanitaire. En tout cas, ce qu'il faut, c'est créer... On pourrait même, voyez, on parlait de la société par roulement. Une proposition. On pourrait faire en sorte que les personnes les plus fragiles aient un créneau réservé pour participer aux opérations de vote. On pourrait créer les conditions, pourquoi pas, qu'avant midi, ce soit les appelés de la lettre A jusqu'à la lettre M, et qu'après-midi, ce soit la lettre M jusqu'à la suite. Vous le faire sur plusieurs jours, par exemple Non, sur une journée, mais par exemple de scinder la journée en deux. Vous voyez, c'est bien la preuve que, logistiquement, s'il y a de la volonté politique, on peut le faire. Donc pour nous, ce sera ça. Maintien, mais sous condition. Sous condition. La volonté politique, c'est aussi ce qui s'est passé dans votre région. Insoumis, écologistes, socialistes, communistes, unis. Unis derrière la candidate Europe Écologie Les Verts, Karima Delli, tête de liste. Ça a beaucoup surpris parce que certains s'étaient mis en tête que les gauches étaient de toute façon irréconciliables. Alors est-ce que ce qui est possible dans les Hauts-de-France est possible en France, tout court ? Je pense qu'on serait mal inspiré de le comparer aussi rapidement. Ce que nous avons fait pour les régionales, c'est que depuis le mois de juillet, la France Insoumise dit à ses partenaires potentiels nous allons avoir une élection qui est d'abord structurellement marquée par pas mal d'abstentions, plus la Covid. Et nos désaccords à l'échelle nationale que l'on connaît sur la question européenne, les questions institutionnelles, ne sont pas en cause dans l'échéance régionale départementale. Pour la laïcité ? Donc on souhaitait, on en parlera si vous voulez, ouais, donc on souhaitait faire en sorte qu'on puisse trouver un accord national qui rende lisible ce que nous faisons partout. Régional, vous voulez dire ? Un accord national pour les régionales. Ouais, malheureusement, ça n'a pas été possible parce que d'un côté, le Parti communiste français, qui est plutôt notre partenaire privilégié, a fait le choix quasiment partout d'aller soutenir les sortants du Parti socialiste, et Europe Écologie Les Verts, qui entend bien parler d'unité, nous propose à chaque fois en région de le faire derrière eux. Alors, au total, nous sommes contraints en quelque sorte à la géométrie variable, mais dans les Hauts-de-France, nous avons rendu possible, la France Insoumise, le fait que cet accord ait lieu. Il en résulte un tableau général où la France Insoumise apparaît comme, à l'échelle du pays, le plus grand dénominateur commun à gauche, et alors capable de s'entendre avec tout le monde dès lors que les bases sont claires. Et pour la présidentielle alors, Adrien Quatennens, est-ce que vous fermez tout de suite, là, maintenant, la porte à l'idée que Jean-Luc Mélenchon puisse ne pas être le candidat de la gauche ? Mais c'est assez original. Est-ce qu'il pourrait y avoir une union, mais à condition que ce soit pas lui le candidat ? C'est assez original de voir que la question est posée de la candidature de celui qui aujourd'hui est en tête de la gauche, il faut quand même le rappeler, et bien devant, et qui par ailleurs a réalisé 2 présidentielles non sans succès. C'est quand même assez incroyable. Moi je pense qu'il ne faut pas commencer la discussion par la question de la candidature. Justement, il ne peut pas y avoir de dynamique sans le candidat qui est le mieux placé et le mieux à même de propulser ces millions de dégoûtés qu'il va falloir ramener à la politique. C'est ça le sujet d'abord en 2022. C'est de ramener toutes celles et ceux qui ont déserté les urnes à y revenir sur une base claire. Voilà le premier sujet qu'on devrait avoir. Justement, Yannick Jadot, l'écologiste, propose une autre méthode. Il dit, plutôt que de parler de qui va être candidat et qui va devoir se retirer, il dit, allez, retrouvons-nous autour d'une table, discutons du fond. Il a notamment invité Jean-Luc Mélenchon, je crois qu'ils se sont parlé. Qu'est-ce que vous répondez à Yannick Jadot ? Est-ce que vous allez saisir la main qu'il tend ? D'abord, évidemment, nous irons à cette réunion. D'abord, j'observe, non sans plaisir, le renversement de situation s'agissant de Yannick Jadot. Puisque au départ, pendant de longs mois, Yannick Jadot avait dit « Je veux en quelque sorte créer un espace qu'il délimitait entre Mélenchon et Macron ». Vous voulez dire Par qu'il a échoué ? Il y avait deux frontières et elle était excluante. Donc vous pensez qu'il a échoué ? En tout cas, il change d'avis. Et il comprend vraisemblablement qu'on peut difficilement se passer du candidat qui est le mieux placé. Je le crois. Donc, du candidat ou de LFI ? Mais d'abord, je pense clairement du candidat. Disons les choses. Disons les choses. C'est pour ça que j'insiste. Il faudra poser la question à un moment donné. Parce que moi, j'entends beaucoup qu'on parle de la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Mais vous savez, en général, derrière des petits commentaires sur la couleur de la cravate, la manière dont les gens parlent, en réalité, ceux qui critiquent souvent la candidature de Jean-Luc Mélenchon, c'est un problème de ligne politique qu'ils ont. Enfin, définissons-nous un instant. Le programme de la France Insoumise, l'avenir en commun, concourir à l'harmonie des êtres humains entre eux avec la nature, c'est un programme certes institutionnel, mais c'est un programme de rupture. Nous ne concourons pas à faire la social-démocratie, Edwige Chevrillon, j'en conviens. Mais sur l'initiative de Yannick Jadot, du coup, ensuite, il y a une difficulté tout de même. Cette réunion, nous allons y participer. C'est pas nous qui allons bouder une réunion où on parle du programme, alors que depuis des mois, Jean-Luc Mélenchon propose la Fédération populaire pour qu'on se retrouve sur des bases claires. À chaque fois qu'on édite une revue programmatique, comme c'est le cas,
on l'envoie avec un courrier, on propose des initiatives. Vous voyez, le 7 avril, par exemple, on a proposé que tout le monde se retrouve pour acte 1 au moins, avant de discuter de candidature et 2022. Acte 1, résister à l'offensive de l'extrême droite dans ce pays. Est-ce qu'on peut se retrouver pour ça le 7 avril? Première chose. Mais la difficulté majeure que je vois dans ce que fait Yannick Jadot, c'est que pour l'instant, Yannick Jadot, vous le savez, il ne parle pas au nom des Verts. Il parle en son nom à lui, parce que les Verts sont engagés dans une primaire qui va nous amener au mois de septembre. Le Parti socialiste lui-même a dans ses statuts le fait de faire une primaire. Comment? Est-ce qu'il y a un accord programmatique possible entre les Verts, par exemple, et les filles? Parce que, comme vous venez de le dire, vous êtes très éloigné sur de nombreux sujets. Mais en tout cas, la discussion doit avoir lieu. Et non seulement nous la souhaitons, mais plus que ça, nous la sollicitons. Alors, je sais qu'il y a parmi ces gens des gens qui n'ont pour l'instant pas l'ombre d'une virgule d'un programme. Mais nous avons un programme, nous le mettons sur la table et Jean-Luc Mélenchon ne dit pas c'est à prendre ou à laisser. Jean-Luc Mélenchon l'a dit, jusqu'à l'été, la discussion programmatique est ouverte. Après, en effet, à la rentrée, nous aurons une nouvelle version du programme et on ira directement à la rencontre des Français avec ce programme. Parce que pour nous, vous voyez, le programme, c'est le cœur de l'affaire. Jean-Luc Mélenchon dit souvent, je ne veux pas être Jean-Luc Mélenchon, je veux être le programme d'abord et avant tout. Parce que pour nous, un programme, c'est pas juste la petite feuille de chou en papier glacé qu'on transmet 2 mois avant l'élection. C'est plus la République, c'est moi, c'est le programme, c'est moi. Aussi, vous savez, les deux feraient un très bon slogan. Il y a un point très dur là, entre vous et les écologistes qui en fait est apparu dans, disons, la polémique du week-end, il y en a une chaque week-end, qui nous est venue de Poitiers, cette fois-ci avec la maire Léonore Monconduit, qui a eu cette phrase, alors qu'elle coupait les subventions au sport mécanique et dont l'aérodrome, l'aérien ne doit plus faire partie des rêves d'enfants, et Jean-Luc Mélenchon a répondu, les rêves sont toujours libres, signé Icare. C'est pas anecdotique. C'est pas anecdotique. C'est une rupture, c'est une différence de vue profonde. Vous considérez à la France Insoumise qu'il faut quand même qu'on ait un peu de croissance, qu'il faut quand même que les gens puissent avoir du travail, puissent bosser, qu'il puisse y avoir une activité. Et là, nous avons le sentiment qu'il y a en face de vous des Verts qui n'ont pas du tout cette approche-là et qui considèrent que sans décroissance, le combat pour la défense du climat ne sera pas gagné. Je vais répondre sur la polémique, mais d'abord, ce qui m'intéresse le plus, c'est la question de la croissance. Eh oui. Soyons clairs. Nous pensons qu'il y a beaucoup de domaines économiques dans lesquels ça doit décroître et où il faudra de la décroissance. Mais nous pensons aussi qu'il y a beaucoup de domaines économiques dans lesquels, par définition, la croissance au sens strict tel que l'on l'entend, c'est-à-dire l'accroissement du PIB, ça va augmenter. Mais par exemple, dans le soin à la personne, dans les métiers liés à la transition écologique. Enfin, songez juste que la planification écologique qu'on appelle de nos voeux, dans tous les secteurs où il faut l'engager, toutes les nouvelles formations qu'il faut mettre en œuvre, les nouvelles écoles, tout ça, les nouveaux cursus, c'est des millions d'emplois à créer. Donc il y a aussi un côté, oui, le péril est grand, oui, le défi est majeur, mais bon, n'ayons pas l'écologie triste, j'ai envie de dire. Il faut être enthousiaste. Il faut dire à notre pays, à la génération qui est sous nos yeux, qu'elle est la première génération contrainte à penser un monde neuf. Donc clairement, pour lier ça à la polémique, je pense qu'on devrait se retenir de décider de ce que doivent être ou ne pas être les rêves de nos gosses. Et qui plus est, on parle dans cette affaire de subventions qui sont données, je crois, si j'ai bien suivi, vous allez me corriger si ce n'est pas le cas, à une association qui fait les baptêmes de l'air pour les personnes en situation de handicap. Pour les enfants handicapés. Les gamins, il faut qu'ils rêvent d'aller dans les airs. Ouais. Mais s'ils pouvaient rêver d'aller dans les airs autrement qu'avavec du pétrole et imaginer les solutions de demain pour le faire, alors tout le monde s'en portera bien. Adrien Quatennens, il nous reste très peu de temps, moins de 5 minutes. Quelques brèves questions sur l'étranger. D'abord, il y a une enquête de l'ONU qui conclut qu'une frappe aérienne menée par l'armée française au Mali début janvier a tué 19 civils qui, selon l'enquête de l'ONU, étaient réunis pour un mariage. La France dit que c'était des djihadistes. Paris conteste ce rapport. Est-ce que vous souhaitez que le gouvernement donne des éléments pour compléter pour contester ce que conclut l'ONU? Je crois qu'on peut le dire, il y a eu un mensonge de la part des ministres Le Drian et Parny sur cette question. Pourquoi un mensonge? Parce que au moment où l'affaire avait été révélée, c'était véritablement circulé, il n'y a rien à voir. Et on voit qu'en réalité, c'est plus compliqué que ça et que vraisemblablement, en effet, la frappe aérienne a eu pour conséquence la mort de, je crois, 19 civils. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'était une bâjure de l'armée française? Et je pense que les ministres doivent s'en expliquer maintenant rapidement. Et au-delà de la question de ce qui s'est passé le 19 janvier dernier, d'ailleurs j'ai confondu, c'est le 19 janvier que ça s'est produit, au-delà de cela, sur la question du Mali, nous réclamons d'urgence un débat au Parlement, et ça fait des mois qu'on le réclame, pour que nous soit présenté le plan et la stratégie de sortie. Enfin, vous souhaitez le retrait de l'armée française du Mali, en tout cas, la fin de l'opération. Personne ne dit qu'on va sortir en claquant des doigts, mais en tout cas, tout le monde nous dit, y compris les militaires sur place, que la solution au Mali n'est pas une solution militaire, c'est une solution politique. Et quand nous avons participé à la première opération sous François Hollande qui visait à empêcher que des djihadistes envahissent une capitale,
nous n'avions pas vocation à nous installer durablement au Mali. Donc nous demandons simplement de nous dire quels sont précisément les objectifs poursuivis par notre armée au Mali et à quelles conditions et sous quel calendrier il sera possible d'en sortir. Pour bien comprendre, vous dites mensonge, mais est-ce que selon vous c'était une bavure à proprement parler? C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu une erreur de l'armée Écoutez, française? s'il se trouve qu'une frappe aérienne a tué des civils rassemblés pour un mariage, oui, c'est une erreur. Et donc les ministres doivent s'en expliquer. Autre chose, question précise, le Rwanda, il y a eu un rapport d'historien qui a été commandé par le président de la République, qui a été remis la semaine dernière. L'Assemblée nationale n'a pas souhaité ouvrir ses archives à cette occasion. Est-ce que vous regrettez que Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, n'ait pas ouvert les archives de l'Assemblée, notamment d'une commission d'enquête qui avait travaillé sur le sujet il y a quelques décennies? Mais je crois qu'il y a une part des archives de la France qui ont été ouvertes sur le sujet d'ores et déjà. Mais pas la partie de l'Assemblée nationale. D'accord. Bon, bah écoutez, je regarderai ce qu'a proposé Richard Ferrand et pourquoi il le fait. Cette question-là, il faut que la lumière soit faite, en effet. Que l'armée française ait eu un rôle dans l'organisation de l'armée rwandaise et le fait de l'armée, c'est évident. Que l'armée française ait été complice d'organiser un génocide, ça, c'est pas possible. Mais il faut que toute la lumière soit faite. Et puis d'ailleurs, il y a des sujets sur lesquels on aimerait avoir aussi quelques éclairages et quelques réponses, notamment le fait que, par exemple, c'est le même jour que les chefs d'État du Rwanda et du Burundi sont morts à l'époque, ce qui ne faisait pas franchement les affaires de la France en plus. Edwige Chevrillon, puisque on voyait tout à l'heure dans le journal le pape prononcer sa bénédiction au message Père d'espoir, il y avait une question à propos du souverain pontife. Non, mais le message d'espoir du pape, on l'a entendu tout à l'heure, Adrien Quatennens. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est la Pâque pour de nombreux chrétiens? Est-ce que vous avez un message particulier à leur adresser? Alors, j'ai pas de message particulier à adresser aux chrétiens parce que, voilà, de tradition laïque, mes convictions personnelles, spirituelles, religieuses, philosophiques, je les garde pour moi. Mais j'adresse un message à tout le monde. Évidemment, aujourd'hui, il y a des célébrations cultuelles. Et avant la Pâque des Juifs, après c'est la Pâque des Orthodoxes. On peut souhaiter que ces fêtes se passent pour le mieux, y compris dans un contexte qui est difficile pour nous toutes et tous, qui est celle de l'épidémie. Non, je pense que si c'est le mot de la fin, il faut un message maintenant d'espoir. Il faut qu'on ouvre une perspective, il faut qu'on voit le bout du tunnel. Nous avons à créer les conditions de sortir de cette crise sanitaire, mais ensuite à relever des défis qui vont nécessiter une mobilisation, à mon avis, de plus grande ampleur encore que la crise que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, je l'ai dit, sur les questions de l'économie, de l'emploi, de la bifurcation écologique, nous devons clairement créer dans ce pays les conditions d'une majorité d'adhésion à un programme de rupture qui nous permette de mettre la France aux avant-postes de ce qu'il y a lieu de faire. Nous sommes un grand pays, nous avons plein d'atouts, on peut le faire. Merci, Adrien Quatennens. Je complète ce que disait Edwige Chevrillon, puisque le pape vient de dire qu'il faut partager le vaccin avec les pays. Eh bien voilà, le pape est donc un allié. d'accord. Vous voyez, Vous savez, alors entre l'encyclique Laudato Si, qui est vraiment très en pointe sur les questions écolo, le pape qui récemment, lors de la journée internationale de l'eau, s'est prononcé sur la question de l'eau au bien commun. C'est un pape de gauche. Très franchement, j'invite le pape, s'il nous entend, pourquoi pas, à signer sur noussomspour.fr pour rejoindre la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, si le pape écoutait BFM Politique, il pourra aller signer sur votre site. Merci, Adrien Quatennens. Merci de m'avoir invité. Merci à vous.